L'homme, accusé du meurtre de Charlie Kirk, aurait plaisanté avec des amis sur la chasse à l'homme quelques heures après avoir prétendument tué l'influenceur. Les enquêteurs disent qu'il a évoqué le dessin animé Garfield et Luigi Mangione, affirmant que son supposé sosie aurait tué Charlie Kirk devant des milliers de personnes. Passons en revue ces messages choquants et ce que l'on apprend sur les motivations possibles du jeune homme de 22 ans accusé d'avoir tué Charlie Kirk. Nous enquêtons sur cette affaire pour Law & Crime, je suis Chris Stewart. Tyler Robinson, 22 ans, comparaîtra mardi devant un tribunal de l'Utah pour répondre aux accusations de meurtre de Charlie Kirk. Voici la photo d'identité judiciaire de Robinson après que son père et un pasteur de jeunesse l'ont aidé à se rendre aux autorités jeudi soir dernier. Il est actuellement détenu dans une unité spéciale d'une prison de l'Utah sous surveillance constante. Les autorités affirment que Robinson a tué Kirk lors d'un assassinat politique, mais la raison précise pour laquelle Robinson aurait tué Charlie Kirk n'a pas encore été révélée. Je vais maintenant évoquer ce que nous savons sur son colocataire et ce que leur relation amoureuse présumée pourrait révéler sur un éventuel mobile. Mais je veux parler de Tyler Robinson et de ce qu'il aurait dit aux gens à propos de l'assassinat de Kirk avant que nous sachions qu'il était le suspect. Et apparemment, avant que ses amis ne sachent qu'il était le suspect. Même si le mobile peut être sujet à débat, il est très clair que ce jeune homme de 22 ans passait beaucoup de temps en ligne. Il jouait beaucoup aux jeux vidéo et discutait avec des gens sur Discord, une application de messagerie pour joueurs. Le New York Times possède des messages textes que Robinson a envoyés à des amis sur Discord dans les heures qui ont suivi la mort de Charlie Kirk. Et il n'aurait apparemment pas hésité à au moins discuter de l'histoire qui, à ce moment-là, faisait la une des journaux dans le monde entier. Maintenant, vous vous souvenez de cette photo, la photo de la personne d'intérêt que les forces de l'ordre ont diffusée. L'homme portant des lunettes de soleil, un chapeau à logo triangulaire et un t-shirt au drapeau américain. Maintenant, dans ce groupe de discussion dont Tyler Robinson faisait apparemment partie, un ami a envoyé cette photo, en notant que la personne d'intérêt ressemblait à Tyler Robinson. Sur l'application, l'ami a plaisanté avec Tyler en disant « Where you at ?» suivi d'un emoji tête de mort ou « T'es où ?» Maintenant, Robinson aurait répondu en disant que, je cite, son sosie essayait de lui attirer des ennuis. Peu importe l'auteur des messages, d'autres avaient aussi remarqué la ressemblance entre Tyler Robinson et la photo recherchée. D'après le FBI, la famille de Tyler a vu la photo et l'a confronté pour savoir s'il était le meurtrier. Et c'est à ce moment-là qu'ils l'ont amené au commissariat. Maintenant, la conversation de groupe aurait continué avec quelqu'un qui plaisantait en disant, je cite, « Tyler a tué Charlie ». Tout cela se passait vers 13h jeudi dernier, soit environ 24 heures après l'assassinat de Kirk et environ 9 heures avant que Robinson ne soit amené au commissariat. Un utilisateur a évoqué la récompense de 100 000 $ du FBI pour toute information menant à une arrestation, suggérant qu'il devrait livrer Robinson. Encore une fois, apparemment sur un ton plaisantin sans réaliser que Robinson était vraiment celui qui aurait tué Charlie Kirk. Et Robinson a répondu à cela en disant, je cite, « Seulement si j'ai une part », accompagné d'une image de John Arbuckle, qui est le propriétaire du chat Garfield dans cette célèbre série de bandes dessinées. Mais les blagues ne s'arrêtaient pas là, dans ce groupe de discussion. Un autre ami a dit que Robinson ne devrait pas aller chez McDonald's, en référence à Luigi Mangione, arrêté à Altoona après avoir prétendument tué le président directeur général de United Healthcare, Brian Thompson, à Midtown Manhattan. À cela, Tyler Robinson aurait déclaré « Je devrais aussi me débarrasser de ce manifeste et de la copie de mon fusil qui traîne ». Le FBI affirme avoir retrouvé le fusil à verrou de haute puissance avec lunettes que Robinson aurait utilisé pour tuer Charlie Kirk dans une zone boisée près de l'université de la vallée de l'Utah. Robinson aurait tiré à 200 mètres depuis un bâtiment touchant Charlie Kirk au cou. Robinson a ensuite évoqué la motivation politique de la fusillade, affirmant que le tireur venait clairement de Californie. Il a également semblé mentionner les inscriptions sur les douilles non utilisées que le FBI a trouvées près du fusil. À l'époque, un rapport indiquait qu'il y avait des slogans transgenres sur les munitions. Dans le groupe, Robinson aurait affirmé que cela venait d'un membre des forces de l'ordre, précisant que c'était, je cite, « un gars de la salle de briefing ». Maintenant, il pensait peut-être qu'en faisant passer ça pour une blague dans ce groupe de discussion, il pourrait détourner ses amis de la piste qu'il avait laissée derrière lui. Mais le FBI dit qu'ils ont suivi la voiture de Robinson depuis l'université de la vallée de l'Utah, où cette fusillade a eu lieu jusqu'à la maison familiale dans le sud-ouest de l'Utah à environ 3 heures de route. Nous avons vu une voiture correspondant à la description du véhicule signalé par le FBI garée devant la maison familiale à Washington, Utah.
La discussion de groupe n'était pas la seule conversation Discord que Robinson aurait eue sur le meurtre de Kirk. Il a aussi parlé à une personne que la police a appelée colocataire dans son rapport. La police a contacté le colocataire qui leur a montré les messages envoyés par Tyler. L'affidavit indique que Tyler aurait déclaré qu'il devait récupérer un fusil à drop point, qu'il avait laissé le fusil dans un buisson, des messages liés à la surveillance visuelle de la zone où le fusil avait été laissé, et un message faisant référence au fait d'avoir laissé le fusil enveloppé dans une serviette. Les messages font également référence à la gravure de balle ainsi qu'à la mention d'une lunette et du fait que le fusil était unique. Les messages du contact Tyler dans cette conversation Discord mentionnaient également qu'il avait, je cite, « changé de tenue ». Le colocataire coopère actuellement avec les enquêteurs, selon la police, mais il pourrait être au cœur du mobile présumé de cet assassinat politique. Axios rapporte que le colocataire était une personne avec qui Robinson entretenait une relation amoureuse et que ce colocataire était une personne transgenre. Elle était en transition d'homme à femme. Selon Axios, des sources affirment que le colocataire était stupéfait que Robinson soit suspecté du meurtre et a remis tous ses messages avec lui après avoir été informé. Kirk critiquait la communauté transgenre. En réalité, il répondait à une question sur la communauté transgenre et les fusillades de masse lorsqu'il a été abattu. Axios affirme que les autorités cherchent à savoir si Robinson aurait voulu tuer Kirk à cause des opinions de Kirk sur l'identité de genre. Le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox, a indiqué que les autorités enquêtent sur la radicalisation de Robinson. Des membres de la famille ont déclaré aux autorités que Robinson était devenu plus politisé ces dernières années, mais il n'est pas clair comment il en est arrivé là, ni à quel moment il aurait décidé de vouloir tuer Charlie Kirk. Cox a également déclaré qu'ils examinent si des groupes de gauche avaient eu connaissance du plan de Robinson à l'avance. Mais certains doutent donc que Robinson ait tué Charlie Kirk. Sa grand-mère a parlé au Daily Mail. Elle a affirmé que les autorités se trompent de personne. Elle a dit que les Robinson sont tous républicains, soutiennent Donald Trump et qu'elle n'a aucun démocrate dans sa famille. Le gouverneur de l'Utah, Cox, a affirmé dans Meet the Press que les opinions politiques de Robinson différaient beaucoup de celles de sa famille. Maintenant, nous savons que Robinson aurait parlé du fait qu'il n'aimait pas Charlie Kirk avant l'assassinat. Selon son arrestation lors d'un dîner avant le 10 septembre, il aurait dit que Kirk viendrait à l'université de la vallée de l'Utah dans le cadre d'une tournée sur les campus. Avant de reprendre, sur l'affaire, l'une des émissions YouTube les plus suivies, je dois mentionner notre sponsor, Morgan & Morgan, le plus grand cabinet d'avocats spécialisé dans les blessures aux États-Unis. Ils ont plus de 1000 avocats et gagnent souvent. Ils ont récupéré plus de 25 milliards de dollars pour plus de 500 000 clients. Récemment, un client en Floride a obtenu 12 millions de dollars alors que l'assurance n'offrait que 350 000 dollars. En Pennsylvanie, un client a gagné 26 millions de dollars. C'est 40 fois plus que l'offre de 650 000 dollars de l'assureur. Un client en Pennsylvanie a obtenu 29 millions de dollars après une offre initiale de 500 000 dollars. Même si vous ne pensez pas que votre affaire vaut des millions de dollars, pourquoi ne pas vous battre pour ce que vous méritez ? Morgan & Morgan rendent le dépôt d'une réclamation tellement facile, vous pouvez le faire en seulement 8 clics faciles sur votre téléphone. Si vous êtes blessé et devez faire une réclamation, allez sur www.forcepeople.com OTC. Scannez ce code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous. Le gouverneur Cox a également déclaré, alors que tout le monde essaie de comprendre le mobile, qu'il est important de regarder le monde en ligne dont Robinson faisait partie. Il a dit, je cite, qu'il y avait clairement beaucoup de jeux vidéo. Des amis ont confirmé qu'il y avait en quelque sorte ce côté sombre et profond d'Internet, la culture Reddit, et ces autres endroits obscurs du web où cette personne s'enfonçait profondément. C'est évident dans les inscriptions sur les douilles retrouvées près de l'arme présumée du crime laissée sur place après l'attaque. Voici les inscriptions connues et leur signification apparente. La première disait « Remarque la bosse OVO ». Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une référence à un mème qui circule sur Internet. Et voici le mème original selon le compte Know Your Meme sur X. C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est une phrase que les gens utilisent dans certains coins reculés d'Internet pour troller les autres. Pour notre propos, cela montre encore une fois que Robinson passait vraiment beaucoup de temps en ligne. La prochaine douille aurait prétendument affiché « Et fasciste, attrape » avec un symbole de flèche vers le haut, un symbole de flèche vers la droite et 3 symboles de flèche vers le bas. Ces flèches semblent faire référence à un jeu vidéo, en l'occurrence à une combinaison utilisée dans Helldivers 2, un jeu de tir à la 3e personne sorti l'an dernier. Un autre exemple est que Tyler Robinson aurait passé beaucoup de temps enfermé devant des écrans. Une autre douille non tirée aurait apparemment dit
Oh bella ciao ciao. Ce sont les paroles d'une chanson chantée par des Italiens qui ont combattu les forces nazies d'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Ce slogan est devenu un cri de ralliement pour les groupes antifascistes et de gauche chantés lors de récentes manifestations. La dernière douille non tirée portait soi-disant l'inscription « Si tu lis ceci, tu es gay, MDR ». Ces douilles servent de preuve majeure d'une attaque présumée à motivation politique, en plus du fait que Charlie Kirk était une figure politique lors d'un événement. Les autorités ont déclaré que lorsque Robinson a été confronté à la fusillade par son père, il a avoué ou laissé entendre qu'il était la personne responsable. Le gouverneur Cox a affirmé ce week-end que Robinson ne collabore pas avec les enquêteurs et n'a pas avoué. Cox a également déclaré que Robinson était, je cite, profondément endoctriné par l'idéologie de gauche. Rejoignez-nous avec l'ex-détective du New York Police Department, David Sarny. Merci de prendre le temps d'être avec nous alors que nous apprenons un peu plus sur Tyler Robinson et sur la façon dont il communiquait avec les gens après avoir prétendument tué. Et nous dirons prétendument parce qu'il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Nous verrons comment se déroulera le procès pour le meurtre de Charlie Kirk. Sachant que Tyler Robinson, 22 ans originaire de l'Utah, est désigné par les autorités comme le suspect, qu'est-ce qui vous marque chez lui? Encore une fois, nous voyons, merci de m'avoir invité. Encore une fois, nous voyons un autre jeune de 20 ans, une personne d'une vingtaine d'années, s'impliquer dans cette violence, se radicaliser pour devenir violent, puis déverser son agressivité sur des gens qu'il n'a jamais rencontrés. Ils construisent tout cela mentalement. Après avoir vu des extraits ou autres, ils élaborent et se radicalisent eux-mêmes. C'est ce que cela paraît. Ce jeune vient d'un foyer stable. Il n'y a rien qui devrait sortir de l'ordinaire. Je veux dire, il est allé à l'université et tout d'un coup, il s'est transformé en cet individu radicalisé. Ce qui m'inquiète, c'est de voir des tireurs de plus en plus jeunes impliqués. Cela me frappe particulièrement. Moi, le crime lui-même. Excellent travail des enquêteurs. Résoudre cela en 33 heures et identifier quelqu'un si vite. C'est un énorme travail d'enquête et de ressources. Mais ce qui me frappe, c'est qu'on vous voit souvent. Des jeunes qui ne savent pas gérer les choses en dehors de leur mode de vie et qui se radicalisent eux-mêmes au point de devenir si violents et de décider, vous savez, qu'il n'y a pas de casier judiciaire. Il choisit alors de tirer sur un inconnu. Eh bien, et aussi, quand on regarde ce dont il est accusé. Et ce n'est pas seulement ça, et ça n'aurait pas été mieux, mais je me souviens qu'au début de cette histoire, Internet a condamné cet homme plus âgé qui semblait être dans la foule et qui a été arrêté. Et tout le monde disait « ils ont attrapé le tireur ». Même l'université de la vallée de l'Utah a affirmé avoir attrapé le gars, mais c'était une erreur. C'était planifié. Il était à 200 mètres sur un toit. Et passer d'aucun casier judiciaire à un assassinat présumé avec un fusil de sniper, c'est quelque chose qui me semble, du moins à moi, d'un tout autre niveau. Que pensez-vous de la planification apparemment nécessaire pour ça? Non seulement savoir où Charlie Kirk serait lors de sa tournée, mais aussi connaître le bâtiment et apparemment envisager de tirer sur quelqu'un à l'endroit prévu. La planification a clairement fait passer la situation à un autre niveau. C'est aussi cela. On voit de plus en plus ce phénomène qui devient malheureusement récurrent. La planification pour faire ce qu'ils font a bien lieu. C'est l'après-coup, les conséquences qui sont bénéfiques pour la police parce qu'ils planifient leur action. Mais en ce qui concerne la direction de fuite, leur plan est toujours défaillant, ce qui est avantageux pour les forces de l'ordre. Mais encore une fois, tu vois ça. Je veux dire, c'est à seulement 200 mètres tirer une balle et faire ce qu'il a fait. Cela requiert de l'entraînement et une compétence particulière, distincte du tir ou de la fuite, ce qui souligne encore l'aspect bénéfique. Parlons des réseaux sociaux. Nous parlons de tout cet univers qu'il s'est créé où il était tellement sociable et maintenant il ne l'est plus du tout. Il devient cet antifasciste. Ce mot revient tout le temps et nous en parlerons à un autre moment. Mais nous voyons cette planification, cette opération. Ces jeunes ils ne sont pas. Ce n'est pas une maladie mentale. Ce n'est certainement pas une maladie mentale. On continue à répéter ça. Ce n'est pas une maladie mentale. Ils commettent un assassinat prémédité. C'est ce que cela semble être d'après ce que nous avons pour l'instant. Encore une fois, il doit être présumé innocent. Il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Il a été arrêté. L'accusation devra rassembler ces informations pour les présenter au procès. Je peux imaginer quelqu'un regarder cette enquête, on pense à 33 heures. Et je veux dire, vous savez, il a fallu des semaines pour retrouver Brian Koberger dans l'Idaho.
Il a fallu des jours pour retrouver Luigi Mangione, et finalement, il était au McDonald's en Pennsylvanie centrale. Vous savez, et dans ce cas, il a fallu moins de 48 heures pour retrouver quelqu'un. En fait, ce qui a vraiment aidé les enquêteurs, je pense, c'est... Eh bien, parlons-en un peu parce que je crois que c'est la photo qu'ils ont diffusée de cette personne d'intérêt. Et même les amis de Tyler Robinson disaient « On dirait toi ». Et ils ne s'en rendaient même pas vraiment compte. Ensuite, un membre de la famille intervient et fait preuve d'une grande force émotionnelle en dénonçant quelqu'un conscient des conséquences à affronter. Pour l'enquête, est-ce vraiment une question de stratégie à ce stade? Et dans quelle mesure est-ce de la chance, cette photo, d'avoir eu un membre de la famille qui l'a vue? Eh bien, concernant les enquêtes, ils ont retrouvé l'arme à feu, ce qui est formidable. Des preuves médico-légales ont été prélevées sur l'arme et une serviette proche. L'avantage des vidéos de surveillance, souvent oubliées, c'est qu'on peut remonter à partir de ce moment grâce à leur omniprésence. Il faut reculer puis avancer. Ils ont sans doute suivi la piste depuis la fusillade, cherché toutes les caméras dans cette direction, obtenu des images d'une personne semblant fuir, puis comparé avec les vidéos d'entrée sur le campus. Après avoir obtenu la meilleure vidéo disponible en diffusant la photo de surveillance, il faut publier ces éléments. Vous voulez que le public s'implique, car lors de ces enquêtes, seuls une dizaine d'enquêteurs y participent. Quand cette photo est diffusée, des centaines de milliers, voire des millions de personnes la voient. Et c'est là que vous voyez ses amis dire « Je crois que ça te ressemble ». Et je reconnais le travail qui a été fait parce qu'ils ont dû aller très vite. Et c'est à ça que ça se résume. Ces conférences sont intelligentes en installant ces caméras parce que, malheureusement, nous avons vu tellement d'incidents de fusillades sur les campus. Ces caméras sont partout et c'est bénéfique pour les forces de l'ordre d'y avoir accès et d'obtenir la meilleure vidéo possible. Pour revenir à l'état d'esprit de Tyler Robinson, il ne s'agit pas seulement de planification, mais d'un autre état d'esprit si vous comptez vraiment faire cela à quelqu'un, peu importe ses convictions politiques. C'est ce dont il est accusé envers Charlie Kirk. Ensuite, participer à un groupe de discussion, plaisanter, voire tenter d'éloigner des amis en disant « Donne-moi une part des 100 000 $ si tu me dénonces ». C'est comme s'il y avait aussi un autre mode dans votre esprit pour essayer de vous fondre à nouveau dans la société, en pensant que vous pourriez vraiment vous en sortir. Ils tentent de rester discrets et c'est bien là le problème. L'avantage de ça, c'est qu'il essaie d'être quelqu'un d'autre. Il dira peut-être, tu sais, peu importe sa défense à ce moment, ce sera pareil. Mais oui, il n'avait nulle part où aller. C'était ça. Il n'avait aucun endroit où aller après ça, après l'événement, après la fusillade. Il n'avait aucun endroit où aller. Donc, il va juste dire, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Mais finalement, on découvrira, les forces de l'ordre découvriront que c'est toi, c'est un meurtre. C'est une affaire de meurtre. Il l'a confronté. Il lui a dit, dis-lui, tu sais, rends-toi. Et tu as ce que tu as à ce stade. Et est-ce que les gens feraient ça? Je ne vois pas pourquoi pas. Je veux dire, tu veux cacher ton fils, ta fille, et c'est ton enfant, mais c'est un meurtre. C'est un meurtre froid et calculé. Qui peut dire qu'il ne va pas te le faire à toi, à ta famille, à ta sœur, à tes frères ou à quelqu'un d'autre comme ça? Eh bien, et je pense aussi, je veux dire, rien qu'en regardant ces messages, et puis, tu sais, il y a une telle dimension politique là-dedans. Et dans cette émission, on essaie de rester à l'écart de la politique parce que tout cela concernait surtout la chasse à l'homme, l'enquête, la façon dont cette affaire va se dérouler. Mais quand on parle d'un assassinat politique, tu sais, dans ce cas, on regarde, tu sais, le gouverneur de l'Utah a dit qu'il avait une idéologie de gauche. Il vivait avec quelqu'un qui faisait partie de la communauté transgenre. Et je ne parle pas vraiment de cette question, mais il semble qu'on s'approche d'un certain mobile. Et je pense que ma question s'adresse plutôt à nous, le public. Vous savez, beaucoup de gens pourraient regarder et dire « Voilà, Charlie Kirk avait raison. Il est à gauche, c'est ce que c'était. » Mais en termes d'enquête, quelle est la véritable définition de ce qu'est réellement un mobile? Un mobile, c'est comprendre le pourquoi. Vous savez, très souvent, quand on parle de ces enquêtes, on obtient toujours le quand, le comment, le quoi, le qui. Le pourquoi fait partie de la stratégie. Parfois, on a la réponse, parfois non. Et vous savez, quand on parle de vol, d'enquête de base comme le vol ou le cambriolage, on en arrive à se demander pourquoi cela arrive. Mais quand il s'agit de ce genre de meurtre, ce genre d'assassinat d'une personnalité publique, ils atteignent parfois une tribune. Donc le pourquoi finira par sortir. Vous ne connaîtrez sans doute jamais la vraie raison, sauf si elle est dévoilée au tribunal.
Les enquêteurs doivent donc découvrir la raison en explorant son passé et en analysant sa vie personnelle de cette époque. Et c'est pourquoi les réseaux sociaux sont examinés, les relevés bancaires, toutes ces choses, parce que nous devons déterminer, est-ce la seule personne impliquée? A-t-il été financé ainsi? D'où vient l'arme? Toutes ces questions se posent au fil de l'enquête. Et je sais que, enfin, je repense à l'affaire Koberger parce que c'était une affaire très médiatisée récemment. Ici, le mobile manque, mais de nombreuses preuves montraient clairement qu'il en était l'auteur. Je pense que s'il avait été jugé, il aurait été condamné à mort dans l'Idaho. Il accepte l'accord de plaidoyer et il est possible que le motif reste inconnu dans cette affaire. Dans ce cas, mais il semble que les forces de l'ordre disposeront de nombreuses preuves. Il aurait avoué à son père mais refuse désormais de coopérer avec l'enquête. À quel point est-il important, au-delà du besoin de tourner la page, de découvrir le pourquoi à ce stade? Souvent, vous ne le saurez pas. C'est ce qui arrive. Puisqu'il ne coopère pas, il s'est en quelque sorte entouré d'un avocat. Il a un avocat. Ils ne vont plus parler, ce qui est dans ses droits. Vous n'allez pas le savoir. On pourrait construire un pourquoi. On pourrait se baser sur le contexte. À moins d'avoir une documentation claire expliquant les raisons, comme un manifeste ou des publications sur les réseaux sociaux, on doit s'appuyer sur ce qui est visible pour expliquer, comme on l'a vu chez d'autres impliqués dans ce type d'affaires. Mais vous savez, c'est le pourquoi que vous obtiendrez. Vous ne l'obtiendrez pas de lui, à moins que ses avocats ne décident de le faire témoigner et qu'ils disent « ce n'est pas moi » ou quoi que ce soit d'autre. Mais je ne vois aucun avocat, vous savez, aucun procureur, aucun avocat de la défense vouloir le faire témoigner parce que le procureur va simplement, vous savez, l'enfoncer complètement à la barre. Et on se demande aussi, parce qu'à ce stade, c'est une affaire d'État, ce qui, je pense, Darty, d'un point de vue visuel, permet aux caméras d'être autorisées dans le tribunal dans l'Utah. Si c'est une affaire fédérale, on ne verra rien et il n'y aura que des croquis d'audience. Je comprends que vous travaillez sur l'enquête, mais que se passe-t-il généralement dans une affaire à motivation politique où le président et des personnes très impliquées souhaitent de voir des accusations fédérales portées contre lui? Qu'est-ce qui entre généralement en jeu pour décider s'il pourrait y avoir des accusations fédérales dans ce cas? Eh bien, peut-être qu'ils examineront l'arme à feu, quelque chose dans ce genre qui en ferait un événement interétatique. Il vit dans l'Utah. C'est pour ça qu'il repousse la Californie. Il organise beaucoup de choses. Ce ne sera pas facile. Je t'assure que le département de la justice cherche à agir au niveau fédéral. Au niveau de l'État, en tant qu'enquêteur, tu constitues le dossier afin que le procureur puisse prouver la culpabilité de la personne au-delà de tout doute raisonnable. C'est à ça que ça se résume. Tu sais, je passe toujours par là avec mes étudiants quand j'enseigne, c'est que le motif probable, c'est un peu plus qu'un simple soupçon raisonnable. Tu peux procéder à l'arrestation, mais il faut la renforcer. Tu as l'arme à feu pour cela. Le carreau contient apparemment son acide désoxyribonucléique. Ils ont trouvé l'objet. L'arme à feu porte son acide désoxyribonucléique. Est-ce que cela peut être contesté? Absolument, devant le tribunal. De plus en plus d'éléments s'accumulent. C'est pourquoi ils utilisent des scrutateurs et surveillent les réseaux sociaux pour détecter d'autres choses, soit les transactions, y compris par carte de crédit et monétaire. Je vous garantis qu'ils ont obtenu des assignations pour les dossiers de Discord et toutes ces autres plateformes afin de voir quelles autres tendances, quelles autres conversations il a eues. Parce que cela n'arrive pas dans un vide. Il doit donc y avoir quelque chose et c'est pourquoi vous constituez ce dossier, car vous ne l'obtiendrez pas du prévenu pour l'instant. Vous l'obtiendrez grâce aux preuves apportées par les détectives et enquêteurs, puis transmises au procureur pour qu'il agisse. Et je sais que dans l'affidavit que nous avons jusqu'à présent, le document de cause probable, sa famille avait déclaré qu'il était devenu plus politisé ces dernières années. Cela ne va pas plus loin, car il est évident que beaucoup de personnes sont devenues plus politisées ces dernières années, je le sais. Et il y a même des gens que je connais qui ne sont plus amis parce que, vous savez, et je pense que toutes les familles ont vécu ça, où les gens, moi ça ne m'est pas arrivé avec quelqu'un, mais vous voyez juste des gens où les tensions sont fortes dans le monde politique. Il y a tout de même un écart entre être frustré par un problème et vouloir assassiner quelqu'un. Comment fait-on? Parcourir des années de réseaux sociaux pour comprendre exactement à quoi ça ressemble. J'aimerais bien que ce soit possible. J'aimerais qu'il existe un moyen de le découvrir. Je veux dire, on voit toujours le FBI intervenir lors de fusillades ou d'événements similaires. On voit toujours ce genre de choses arriver. Mais voilà le problème. On a vu des gens se radicaliser et devenir en colère, quel que soit leur camp politique.
Mais être violent et passer à l'acte à ce moment précis, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Et c'est justement ce dont on parle dans certaines de ces enquêtes et avec ces tireurs. Vous savez, on sait que, et c'est ça, la seule façon dont on apprend qu'une fusillade va avoir lieu, c'est si quelqu'un nous en parle avant que l'incident ne se produise. Et ça, vous savez, on voit tous ces signes avant-coureurs, constamment des signes avant-coureurs, des signes avant-coureurs, des signes avant-coureurs. Mais très peu de personnes vont jusqu'à des actes violents, comme dans ce cas. L'accusé semble l'avoir fait dans cette affaire. Ça dépasse l'entendement parce que tout le monde traverse des spectres politiques, va et vient, à gauche, à droite, au centre, au milieu, peu importe. Ça peut être en haut, en bas. Mais devenir aussi radicalisé à son âge, et moi, vous savez, je parle d'un point de vue d'enquêteur, on voit de plus en plus d'enfants incapables de gérer le stress ou à qui on n'a jamais dit non quand ils étaient petits. Finalement, ils réalisent que c'est ce qu'ils veulent faire. Ils deviennent ensuite des martyrs d'une cause, s'inventant un compas moral brisé et un niveau supérieur de moralité. Et ce n'est pas le cas. Tu es en train de tuer quelqu'un et tu tues quelqu'un dans ce cas à cause de la parole. C'est exactement ce que c'est. Ce n'est rien du tout. Rien d'autre. Nous voyons cette radicalisation. Nous ne savons pas pourquoi cela se déclenche. Pourtant, pour passer à l'action, c'est ce que nous voyons toujours. Ça arrive simplement. Et je pense que c'est aussi une partie effrayante, parce que des mots comme radicalisé, extrémiste pendant longtemps étaient vraiment seulement associés à des attaques inspirées par Daesh. Dans beaucoup de cas, de jeunes enfants sont exposés à des parties d'Internet que, je pense, nous n'avons pas comprises depuis longtemps. Mais maintenant, c'est comme si tant de ces cas, que ce soit celui-ci, je repense à. Mon Dieu, enfin, quelle fusillade de masse veux-tu choisir, malheureusement ? Et si souvent, c'est cette partie d'Internet qui, je pense, est oubliée dans beaucoup de conversations parce que, tu sais, pour moi, c'est Facebook, Twitter, Instagram. J'ai récemment commencé un compte TikTok. Ce que c'est que Fizone, c'est quelque chose que je ne peux même pas comprendre. D'un point de vue des forces de l'ordre, je Veut dire Discord. reviens souvent. Ces jeux vidéo, ce n'est pas comme si vous pouviez encore aller les acheter en magasin, et c'est comme s'ils étaient dans un coin étrange d'Internet. Comment faites-vous pour surveiller cela et essayer d'identifier ces menaces ? On ne peut pas vraiment surveiller ça. Il ne suffit pas de surveiller. Il faut trouver une solution. Discord, c'est où vont les jeunes. Et mon fils utilise Discord pour jouer à des jeux vidéo. En tant que parent, il faut surveiller, mais vous savez, à moins de faire une surveillance extrême et de commencer à surveiller toutes ces choses, là on parle d'une ingérence gouvernementale dans votre droit de faire des choses, votre droit d'être simplement sur Internet. C'était tout le débat autour de la liberté et tout ça. Vous faites de ce que vous pouvez, mais vous pouvez surveiller. Des agences de maintien de l'ordre surveillent ces choses. Mais sûr, vous savez, Discord, il y en a d'autres. Il y a des choses que je n'ai jamais vues. Mais je peux vous dire que Discord est énorme. Mon fils a rencontré de nombreuses personnes grâce à Discord. Et ce qui se passe, comme tout le reste, puisque les enfants ne sortent plus dans la rue, ils se rassemblent via les réseaux sociaux. Et qui c'est qui est sur les réseaux sociaux? Parce qu'en réalité, on ne voit pas vraiment qui ils sont. Et c'est l'autre chose. Cette radicalisation ou ce regroupement, on devient très isolé. Ils commencent à porter leurs écouteurs. On n'entend jamais ce qui se passe. On entend des rires dans la pièce, mais on ne voit rien. En tant que parent, il a environ 20 ans. Comment tout cela a-t-il soudainement changé? La frénésie et ses associés ont contribué à ce changement, car seul cela arrive rarement. Mais à un moment donné, il y a cette mentalité de groupe, cet esprit de ruche qui se forme où ils disent « c'est mal, c'est mal, c'est mal ». Et tu commences à être d'accord avec eux et tu te dis « tu sais quoi, je vais être ce gars-là, je vais être Holden Caulfield, je vais être la Trefker et aller là-bas pour sauver le monde ». Oui, et c'est juste, c'est difficile. Je veux dire, je pense que c'est la constante qui semble revenir dans tant de ces histoires. Une situation très différente de plusieurs autres que nous avons vues. Je veux dire, une fois que tu as vu ces inscriptions sur les balles des références à Internet, je ne comprenais pas du tout de quoi ils parlaient. Tu avais un peu l'impression que, encore une fois, on parle de ce genre d'affaires. Et on verra comment la partie juridique va se dérouler. Il doit comparaître au tribunal mardi. Le détective retraité du New York Police Department, David Sarny, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Restez. C'était On Case sur Law & Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. À bientôt.